On dit souvent chez nous, sur la terre de nos aïeux, que le destin d'une personne est comme le cours du fleuve Mono. On peut tenter de le barrer, de le détourner, ou de le souiller, mais il finira toujours par rejoindre l'océan. Cette vérité, certains l'oublient, aveuglés par la méchanceté et la jalousie. C'est l'histoire d'une jeune fille nommée Ayele, une perle rare née au cœur du Togo, dans une famille aimante qui ne se doutait pas que le malheur rôdait, patient dans l'ombre. Installez-vous, ouvrez grand vos oreilles et surtout votre cœur, car ce que vous allez entendre dépasse l'entendement. Il y a de cela bien des années, dans un quartier animé non loin du grand marché de Lomé, vivait Ayele. Elle était la fille unique d'un couple de commerçants prospères. Son père, Kofi, vendait des pagnes de qualité, et sa mère était connue pour sa douceur légendaire. Ayele grandissait dans l'amour, protégée comme un œuf. Mais la vie, mes frères et sœurs, est parfois cruelle. Une fièvre soudaine et brutale emporta sa mère alors qu'Ayele n'avait que 10 ans. 2 ans plus tard, ce fut au tour de son père de rejoindre les ancêtres, victime d'un accident de la route sur la voie de Palimé. Du jour au lendemain, la petite Ayele, héritière d'une maison et d'une éducation soignée, se retrouva sous la tutelle de la seconde épouse de son père, une femme que tout le quartier appelait Dadédé. Dédé était une femme imposante, toujours drapée dans des boubous coûteux, le visage marqué par un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Elle avait elle-même 2 filles, Akofa et Yawa. Si Ayele était le soleil de la maison, Akofa et Yawa en étaient les nuages sombres, gâtés, paresseuse et d'une arrogance sans limite. Dès que les funérailles du père furent terminées, le masque de Dadédé tomba. Elle confisqua la chambre d'Ayele pour en faire un débarras et l'envoya dormir sur une simple natte dans la cuisine, là où la fumée du charbon de bois piquait les yeux et la gorge. Ayele, qui allait autrefois à l'école privée, fut retiré des classes sous prétexte qu'il n'y avait plus d'argent, alors que ses demi-sœurs continuaient de fréquenter les meilleurs établissements de la ville, changeant de tenue et de coiffure chaque semaine. La vie d'Ayele devint un calvaire quotidien. Elle se levait avant le chant du coq, balayait la vaste cour sablonneuse, allait chercher de l'eau, préparait la pâte et la sauce graine et lavait des montagnes de linge à la main. Pendant ce temps, Akofa et Yawa passaient leur journée devant la télévision ou à se promener en ville, riant des mains rugueuses de leurs demi-sœurs. « Regarde-la » disait souvent Yawa en ricanant. « On dirait une bonne venue du village. Qui pourrait croire qu'elle est la fille de Papa Kofi ?» Et Ayele, la tête basse, avalait ses larmes en silence, s'accrochant au souvenir de la voix de sa mère qui lui disait toujours « Sois patiente, ma fille, le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend l'escalier. » Les années passèrent et Ayele devint une jeune femme d'une beauté saisissante. Malgré ses haillons, malgré la cendre sur sa peau et la fatigue dans ses yeux, elle rayonnait d'une lumière intérieure que ni la crasse ni la méchanceté ne pouvaient ternir. Sa gentillesse envers les voisins, sa politesse exquise et son sourire timide ne passaient pas inaperçus. Au marché d'Adaoulato, où elle allait faire les courses pour sa marâtre, les gens murmuraient « Cette fille a une grâce royale, c'est dommage qu'elle soit tombée dans une telle maison. » Un jour, un homme riche et respecté, Monsieur Mansa, un grand exportateur de café-cacao de la région des Plateaux, remarqua Ayele. Il fut touché par sa modestie et son courage. Il vint voir Dadédé pour demander officiellement la main d'Ayele, promettant de prendre soin d'elle et de lui offrir une vie digne. Ce soir-là, la maison trembla de la fureur silencieuse de Dadédé. Comment ? Un homme riche voulait l'orpheline, la servante, alors que ses propres filles, Akofa et Yawa, étaient encore célibataires. C'était une humiliation insupportable. Elle sourit hypocritement à M. Mensa, lui disant de revenir dans une semaine, le temps de préparer la jeune fille. Mais dès qu'il eut le dos tourné, son visage se tordit de haine. « Jamais !» siffla-t-elle dans l'obscurité de sa chambre. « Jamais cette maudite ne réussira avant mes filles. Je vais détruire sa chance pour toujours. » Le lendemain, très tôt, alors que Lomé dormait encore,
Dadédé prit la route pour un village reculé, près de la frontière, réputé pour ses féticheurs redoutables. Elle alla voir un vieux Bokonon, un sorcier aux pratiques obscures. Elle posa une forte somme d'argent sur la natte et dit « Je ne veux pas qu'elle meure. La mort serait trop douce. Je veux qu'elle devienne repoussante. Je veux que personne ne puisse la regarder sans dégoût. Je veux qu'un malheur visible la suive partout, comme une ombre, pour que tout homme qui s'approche d'elle fuit en hurlant. » Le sorcier, après avoir consulté ses chorisses et marmonné des incantations interdites, lui donna une poudre noire dans un petit sachet de cuir. « Ce soir, dit-il d'une voix rauque, verse ceci devant sa porte et appelle le nom de la bête errante. Un chien noir viendra. Il ne sera pas un chien ordinaire, il sera le gardien de son malheur. Tant qu'il sera là, sa vie sera ruinée. » Dadédé rentra, le cœur noir de satisfaction. Cette nuit-là, elle exécuta le rituel. Le lendemain matin, quand Ayélé ouvrit la porte de la cuisine pour commencer sa journée, elle sursauta. Un énorme chien noir, aux yeux jaunes et fixes, était assis là. Il ne remuait pas la queue, il ne grognait pas. Il la regardait simplement avec une intensité humaine, presque démoniaque. Ayélé tenta de le chasser. « Allez, file, ouste !» Mais le chien ne bougea pas d'un pouce. Lorsqu'elle prit son panier pour aller au marché, le chien se leva et la suivit. Il marchait juste derrière ses talons, silencieux, menaçant. Au marché, la réaction fut immédiate. Les femmes reculaient sur son passage, renversant leurs étals. « Hé, c'est quoi ce chien? Il a l'air maudit !» criaient les gens. Les vendeuses refusaient de la servir, craignant que la bête ne porte malheur à leur commerce. Ayélé, morte de honte, rentra en courant, le chien toujours sur ses talons. La rumeur enflamma le quartier en quelques heures. « Ayélé a fait un pacte de sorcellerie », disaient les uns. « Ce chien est son génie, son mari de nuit », affirmaient les autres. Dadédé, jubilant intérieurement, jouait les mères éplorées devant les voisins. « Oh, quel malheur s'abat sur ma maison! J'ai tout fait pour cette fille, et voilà qu'elle pratique l'occultisme. Je ne peux plus la garder sous mon toit, elle met mes filles en danger. » Quand Monsieur Mensa revint comme promis, il trouva Ayélé assise dans la cour, en larmes, avec la bête noire couchée à ses pieds, fixant quiconque approchait avec une lueur maléfique. Le riche commerçant, homme superstitieux, prit peur. « Je ne peux pas prendre une femme accompagnée d'un tel esprit, » balbutia-t-il avant de remonter précipitamment dans sa voiture. Dadédé poussa alors Akofa, sa fille aînée, vers la voiture. « Mais ma fille Akofa est libre, Monsieur Mensa, elle est pure, elle... » Et c'est ainsi, par la manipulation et la peur, que l'attention du riche homme fut détournée vers la demi-sœur. Ce soir-là, Dadédé jeta les quelques affaires d'Ayélé dans la rue. « Sors d'ici, sorcière, va vivre avec ton chien dans la rue. Tu as fait fuir ta chance, ne gâche pas celle de mes enfants. » Ayélé se retrouva seule, dans la nuit froide de Lomé, sans toit, sans famille, avec pour seule compagnie cette bête maudite qui avait détruit sa vie. Elle marcha jusqu'à un quartier périphérique où les maisons étaient en construction et s'écroula de fatigue sous un arbre. Elle pleura jusqu'à n'avoir plus de larmes, demandant au ciel ce qu'elle avait fait pour mériter un tel sort. Les mois passèrent. Ayélé vivait désormais d'aumônes, dormant sous les étals du marché la nuit ou dans des bâtiments inachevés. Le chien ne la quittait jamais. Il faisait fuir tous ceux qui auraient pu avoir pitié d'elle. Elle était devenue la fille au chien, une paria que les enfants montraient du doigt. Sa beauté s'était ternie sous la poussière, ses vêtements n'étaient plus que des haillons. Un matin, assoiffée et épuisée, elle se rendit à une borne fontaine publique à la sortie de la ville pour boire un peu d'eau. Il y avait là un jeune homme, vêtu d'un simple pantalon usé et d'un t-shirt délavé, qui remplissait des bidons d'eau. Il semblait être un manœuvre ou un apprenti maçon.
Quand Ayele approcha, le chien noir se dressa, le poil hérissé, et émit un grondement sourd, prêt à bondir. D'habitude, les gens s'enfuyaient. Mais ce jeune homme, qu'on appellera Kojo, ne bougea pas. Il posa calmement son bidon, se tourna vers la bête et la fixa droit dans les yeux. Il y avait dans le regard de Kojo une autorité étrange, une force tranquille, mais terrible. Il s'avança vers le chien, sans peur. La bête recula, gémit comme un chiot effrayé, et soudain, pris d'une panique invisible, le chien détala. Il courut vers la brousse, la queue entre les jambes, fuyant comme s'il avait vu le feu de l'enfer. Il disparut au loin pour ne plus jamais revenir. Ayele, stupéfaite, regarda le jeune homme. « Comment as-tu fait ça? Cela fait des mois qu'il me suit. Personne n'a jamais réussi à le chasser. » Kojo sourit simplement, un sourire éclatant qui illuminait son visage. Parfois, la peur se nourrit de notre faiblesse. Quand on lui fait face avec un cœur pur, elle disparaît. Tu es libre maintenant, ma sœur. Il lui offrit de l'eau. Ils discutèrent un moment. Ayele, qui n'avait pas parlé à un être humain bienveillant depuis si longtemps, sentit son cœur se réchauffer. Kojo ne la jugeait pas sur son apparence sale. Il l'écoutait. Il lui dit qu'il travaillait sur un chantier non loin et qu'il vivait modestement. Ayele, se sentant en confiance, lui raconta son histoire, la méchanceté de Dadede, le mariage volé, la malédiction. La méchanceté est une dette, dit Kojo pensivement. Celui qui la contracte finit toujours par la payer avec des intérêts. Kojo et Ayele commencèrent à se voir souvent. Il ne pouvait pas lui offrir de grandes richesses, mais il partageait avec elle son repas de midi, un peu de pâte ou de riz. Il l'aida à trouver un petit abri sûr chez une vieille dame du quartier qui avait besoin d'aide pour le ménage. Ayele retrouva peu à peu sa dignité. Elle se lavait, recousait ses vêtements, et son sourire revint. Une affection profonde, pure et sincère naquit entre eux. Kojo aimait la résilience d'Ayele, et Ayele aimait la sagesse et la bonté simple de Kojo. Un jour, Kojo lui dit « Ayele, je n'ai pas grand-chose, mais j'ai 2 bras pour travailler et un cœur pour t'aimer. Veux-tu être ma femme ?» Ayele, les larmes aux yeux, accepta sans hésiter. Elle préférait 1000 fois ce maçon au cœur d'or à n'importe quel riche commerçant. Pendant ce temps, chez Dadede, les choses ne se passaient pas comme prévu. Le mariage d'Akofa avec Monsieur Mensa battait de l'aile. Akofa, paresseuse et dépensière, rendait la vie impossible à son mari, qui commençait à regretter amèrement son choix. Yawa, la cadette, restait célibataire et aigrie. Mais Dadede ne s'avouait pas vaincue. Elle apprit par les rumeurs qu'Ayele avait trouvé un mari, un pauvre maçon. Elle rit aux éclats avec ses filles. Quelle déchéance! La princesse de Papa Kofi va finir dans la boue avec un ouvrier. Allons voir ça de nos propres yeux pour nous moquer un peu. Le jour où Kojo devait venir frapper la porte, symboliquement chez la tante d'Ayele, la vieille dame qui l'hébergeait, Dadede et ses filles s'invitèrent non pas pour bénir, mais pour humilier. Elles arrivèrent parées de bijoux, regardant de haut la modeste concession. Quand Kojo arriva, vêtue proprement mais simplement, elles éclatèrent de rire. « C'est donc lui le sauveur ?» lança Yawa. « Il n'a même pas de voiture. Ayele, tu es vraiment tombé bien bas. » Kojo les regarda, imperturbable. « La vraie richesse ne se porte pas autour du cou, madame. Elle se porte dans l'âme, » répondit-il calmement. C'est alors qu'un cortège impressionnant de voitures de luxe, des 4x4 noirs aux vitres teintées, fit irruption dans le quartier, soulevant un nuage de poussière. Les voisins sortirent ébahis. Les voitures s'arrêtèrent devant la petite maison. Des hommes en uniforme militaire et des notables en grands boubous traditionnels en descendirent. Ils se dirigèrent vers Kojo. À la stupéfaction générale, ces hommes puissants se prosternèrent devant le jeune maçon. « Mon prince, dit le plus âgé d'entre eux, votre père, le roi, vous réclame. »
Votre période d'initiation et d'humilité est terminée. Vous avez trouvé celle dont le cœur est pur. » Un silence de morte tomba sur l'assemblée. Dadede avait la bouche ouverte, ses yeux manquant de sortir de leurs orbites. Akofa et Yawa tremblaient comme des feuilles. Kodjo, le maçon, était en réalité le prince héritier d'un grand royaume du Nord, envoyé incognito par son père pour vivre la vie du peuple et trouver une épouse qu'il aimerait pour lui-même et non pour sa couronne. Kodjo, ou plutôt le prince Kossi, se tourna vers Ayele et lui prit la main. « Voici celle que j'ai choisie. Elle m'a aimé quand je n'avais rien que de l'eau à lui offrir. Elle a traversé l'enfer sans perdre sa bonté. » Puis son regard se posa sur Dadede et ses filles. Il n'y avait pas de haine dans ses yeux, juste une justice froide. Quant à vous, vous avez semé le vent, préparez-vous à récolter la tempête. La méchanceté que vous avez utilisée pour détruire cette jeune femme a tissé votre propre destin. Ayele monta dans la voiture royale aux côtés de son prince, sous les acclamations de tout le quartier qui avait été témoin de ses souffrances. Elle quitta la poussière pour le palais. La fin de l'histoire de Dadede est triste, mais juste. Monsieur Mensa, ayant appris toute la vérité sur le complot et la nature de sa belle-mère, répudia Akofa et chassa toute la famille. Ruiné, rejetés par la communauté qui avait découvert leurs agissements, Dadede et ses filles finirent par vivre dans la précarité, hantées par le souvenir de celle qu'elles avaient voulu détruire. On raconte même qu'un jour, un vieux chien noir vint s'asseoir devant leur porte, ne les quittant plus jamais, comme si la malédiction, trouvant sa véritable source, était revenue à l'envoyeur. Ayele devint une reine aimée de tous, connue pour sa charité et sa défense des orphelins. Elle n'oublia jamais d'où elle venait, ni la leçon que la vie lui avait enseignée. Aucune nuit n'est assez longue pour empêcher le soleil de se lever. Voilà, mes amis, c'est ici que s'arrête notre conte du jour. Si cette histoire a touché votre cœur, si elle vous a rappelé que la patience est un chemin d'or, alors ne gardez pas cette lumière pour vous seul. Partagez cette histoire et n'oubliez pas de vous abonner pour que nous puissions continuer à tisser ensemble la sagesse de notre belle Afrique. Que la paix soit dans vos maisons.